Très bien. On peut commencer, vous avez terminé? Oui, oui, on peut commencer. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui. Parfait. Très bien. Donc, on entame notre TP7. Donc, ça sera un TP léger, très léger même. Donc, on ne s'est pas trop approfondi sur les notions des machines à vecteurs de support. Donc, on va principalement essayer de les utiliser euh, et bien sûr, donc essayer de comprendre tous les paramètres qu'il y a par rapport aux machines à vecteurs de support. Et donc, pour ça, on va essayer d'utiliser la librairie sklearn directement en utilisant donc la fonction SVM. Alors, on a des données assez compliquées. C'est un petit ensemble de données, mais qui est très difficilement séparable. Donc, ce qu'on va essayer de faire, ce sera de les séparer avec un, un SVM linéaire et un SVM donc avec un noyau non linéaire. Donc, c'est un ensemble de données à 863 exemples. Bien sûr, les trois colonnes, donc les deux premières colonnes, c'est les caractéristiques. On est dans, euh, toujours dans une classification binaire, donc des Y soit 0, soit 1, et des X, donc un vecteur deux-dimensionnel, donc X1 et X2. Donc, ce qui nous donne trois colonnes. Chaque ligne, bien sûr, c'est un exemple. Donc, ça ne change pas de ce qu'on fait depuis le début du semestre. Alors, donc, les deux premières colonnes, ce que je disais, c'était les caractéristiques. La dernière colonne, c'est nos étiquettes. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de rajouter la colonne des 1 dans les X? Dans les SVM, non. Et dans l'implémentation sklearn, non aussi. Bien sûr, on a besoin d'un biais, mais ça va être calculé donc à travers la librairie qui va s'occuper de ça. Donc, pas besoin de transformer nos étiquettes. Et donc, on passe à un entraînement avec les SVM. Première chose, c'est le C. Et le C, donc, euh, il, il est utilisé comme paramètre de régularisation. Donc, qui peut me rappeler le rôle du paramètre de régularisation dans la régression logistique? Donc, si on augmentait on avait appelé lambda, si on augmentait notre lambda, qu'est-ce qui se passerait? Et si on diminuait notre lambda, qu'est-ce qui allait se passer dans notre entraînement? Donc, quel est l'effet d'un lambda grand et d'un lambda petit? Donc, essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. Donc, lambda, vous rappelez, donc c'était notre paramètre de régularisation. Et on rajoutait ça
à la fin de notre coût, donc le coût qui était la différence entre la valeur prédite et la valeur réelle, donc dépendant, donc c'est soit une distance quadratique si on est dans un classifieur linéaire, soit dans la régression logistique, on appliquait une sigmoïde, bon, qui est aussi une classification linéaire. Euh, donc, c'était la logarithme. Donc, on utilisait le logarithme dans le coût. Donc, première partie, c'était la différence entre la valeur prédite et la valeur réelle. Et la deuxième partie, c'était le terme de régularisation, où on utilisait donc notre lambda avec la somme de nos paramètres, de nos θ au carré. Et quel était le rôle du lambda, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passait lorsque lambda était grand? Θ tend vers 0. Mhm. Oui, on avait un Endelfeten pour lambda grand. Très bien, très bien. Prendre l'apprentissage, très bien, ok. Quand lambda est grand, h égale à θ de 0. Oui, bien, bien. Donc, lorsque lambda est grand, donc effectivement, oui, normalement, logiquement, donc on retombe lambda sur l'ensemble. Effectivement, donc θ0 ne rentrait pas dans le terme de régularisation. Donc effectivement, θ0 serait sauvé de la pénalisation. Et effectivement, donc vous avez tous raison. Euh, Lorsque notre lambda est grand, donc on est en train de donner moins de poids à nos paramètres, sauf θ0. Effectivement. Donc, effectivement, lorsque lambda est grand, on tombe sur un sous-apprentissage, donc un Endelfeten. C'est ce que j'ai lu aussi sur le chat. Et lorsque lambda est petit, on tombera sur quoi? Voilà, probablement, peut-être qu'on tombera sur un surapprentissage. Donc, lorsque lambda est petit, donc notre limite de décision va exactement se calquer sur nos données, donc va essayer de séparer au maximum les données d'apprentissage. Donc, effectivement, on risque de tomber sur un surapprentissage car euh, notre fonction hypothèse est en train d'essayer euh, donc notre fonction hypothèse est en train d'essayer euh, de, de, se calquer, de répondre au mieux aux exemples d'apprentissage. Très bien. Maintenant, si on essaie de lier ça à notre paramètre C, est-ce que notre paramètre C aura le même rôle que lambda? Est-ce que si je choisis un C très grand, je tomberai sur un sous-apprentissage et un C très petit, je tomberai sur un surapprentissage ou bien un apprentissage normal, comme on a l'habitude de faire sans le paramètre de régularisation? Oui. Donc, je vous dis que le C dans les machines à vecteurs de support, c'est le paramètre de régularisation. Donc, au lieu d'appeler ça le lambda, bon, comme on avait l'habitude de faire en régression linéaire, régression logistique, et même, je pense qu'on a utilisé ça aussi dans l'équation normale. Normalement, on a utilisé un terme de régularisation. Euh, donc, est-ce que ça va être le même rôle? Très bien, très bien. Donc, ça serait le contraire. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on avait remplacé euh, euh, on avait essayé de faire sortir notre lambda de notre coût et on avait dit qu'un certain C allait être 1 sur lambda. Et lambda qui est notre paramètre. Donc, c'était, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait étudié la fonction du coût utilisée dans les machines à vecteurs de support, on avait démarré de la même fonction du coût que celle utilisée en régression linéaire, mais on avait fait quelques petites modifications, notamment le fait de sortir notre lambda euh, comme paramètre et de l'inverser. Donc, c'était donc, au lieu de multiplier par lambda, on utilisait 1 sur lambda, on avait appelé ça le C. Donc, effectivement, on aura le contraire. Lorsque notre C est grand, on est en train de se calquer sur les données. Lorsque le C est petit,
Donc, on est en train de donner moins de poids à nos paramètres. Bien, donc, on définit le C ici. Et là, donc, on va appeler nos SVM. Donc, c'est les fonctions qu'on avait utilisées euh, dans le TP1. Enfin, je pense, je ne vais pas vérifier, mais je pense qu'on avait utilisé la même chose. Donc, d'abord, on va définir nos noyaux. Et là, donc aussi, donc, vous avez des paramètres euh, pour chaque noyau. Alors, gamma pour le RBF. Euh, alors, est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire le RBF? RBF, c'est un noyau utilisé dans les machines à vecteurs de support. Est-ce que vous auriez une idée de ce que cela signifie? Et si on essaie de faire le rapport avec ce qu'on a fait durant le cours précédent? Pas d'idée? Alors, le premier noyau, donc kernel, euh, on a appelé ça noyau. Donc, le premier noyau, c'est un noyau linéaire. Donc, le noyau linéaire, c'est lorsque je ne transforme pas mes données. Donc, on avait vu précédemment dans notre cours que pour chaque caractéristique, on va passer à un autre espace multidimensionnel. Donc, euh, à partir des caractéristiques x1, x2, on va les transformer en utilisant un noyau. Donc, quel que soit le noyau, on a pris le cas du noyau gaussien. Donc, on a transformé nos données de telle sorte à essayer de calculer une distance euclidienne entre chaque exemple et tous les autres exemples de l'ensemble de données. Et on avait donc, mis ça en exponentiel et on l'avait appelé le noyau gaussien. Et lorsque nous ne transformons pas nos données, donc c'est comme si on était en train d'utiliser un noyau linéaire. Donc en fait, c'est les machines à vecteurs de support basiques. Et c'est ce qu'on a ici. RBF, c'est pour Radial Basis Function. Et c'est l'appellation qu'on va utiliser pour le noyau gaussien. Donc, c'est exactement la même formule qu'on avait vue pour le noyau gaussien. Euh, donc, ici, on va juste transformer nos données euh, euh, en utilisant la loi gaussienne. La loi gaussienne, la formule qu'on avait vue durant le cours. Et si on avait vu, et si c'est la même formule qu'on avait vue en cours, à votre avis, que veut dire le gamma? Donc, on avait quelque chose qui était l'exponentielle de la norme au carré divisé sur 2 sigma au carré. Donc, moins exponentielle de moins le terme. Des idées sur gamma? Donc, gamma, c'est ce qu'on avait appelé sigma. Donc, c'est l'écart type de notre loi gaussienne. Euh, donc, ça aussi, c'est un paramètre que vous devriez définir. Et alors, euh, ça définissait, donc ça s'appelait le radial basis function, parce que ça définissait donc le rayon des distances entre les différents exemples. Et le C, bien sûr, donc c'est notre paramètre de régularisation. Donc on doit utiliser le paramètre de régularisation pour pour chaque noyau. Donc définition des, euh, des, euh, des noyaux. Et donc, pour chaque noyau, on va appeler la fonction fit. Donc, fit, c'est la fonction qui sert à quoi, s'il vous plaît? Ça, vous connaissez. On l'a déjà fait. À quoi sert la fonction fit? À entraîner, très bien, très bien. Donc, à entraîner, donc fit, c'est pour
que le modèle fits the data, donc soit imprimé sur les données. Donc en entrée, on a nos caractéristiques et bien sûr aussi nos étiquettes, notre vérité terrain. Qu'on avance, donc jusqu'ici. Alors, poly, c'est une autre transformation des données. Donc, c'est un petit peu la transformation qu'on avait fait lorsqu'on avait traité le cas de la régression, pardon, de la régularisation. Donc, durant le TP de régularisation, vous vous rappelez, donc vous avez vous-même créé de nouvelles caractéristiques qui étaient des caractéristiques polynomiales. Donc, élever nos caractéristiques originales à certaines puissances. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Un autre noyau qui va transformer les données euh, en utilisant, donc, transformer les données en un polynôme, donc, élever les degrés de nos caractéristiques originales vers une puissance plus grande. Donc, polynomial et linéaire. Donc, on revient sur le noyau linéaire ou la classification linéaire. Donc, utiliser une machine à vecteurs de support linéaire ou dire qu'on est en train d'utiliser un noyau linéaire, donc c'est la même chose. Alors, donc pour le SVM avec le noyau linéaire, donc ce qu'on peut faire, c'est extraire nos θ0, θ1 et θ2. Donc, les mêmes qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on faisait une classification, une régression, enfin, une classification en utilisant la régression logistique. Donc, vous vous rappelez, pour la régression logistique, on avait donc Hθ de grand X est égal à θ transpose fois grand X, qui est aussi égal, lorsque j'ai seulement deux caractéristiques, à θ0 plus θ1 fois x1 plus θ2 fois x2. Où donc x1, c'est les composantes du grand X. Et donc, ici, notre W, c'est notre θ, ou θ0, θ1. Et notre B, plutôt ici W, c'est θ1, θ2, et B, c'est notre θ0. Donc on aurait pu aussi ici appeler ça, donc θ0, θ1, θ2, et B, c'est le θ0. Donc les valeurs retournées par SVC, donc SVC, c'est ce qu'on a créé. SVC, c'est pour le noyau linéaire, donc notre fonction linéaire, et qui a retourné donc les coefficients. Les coefficients donc seront en nombre de caractéristiques. Donc ici, on a deux valeurs, et le biais, donc c'est toujours une seule valeur. Donc voici notre θ1, notre θ2 et notre θ0. Maintenant, on voudrait afficher notre ligne séparatrice ou notre limite de décision. Decision boundary, ce qu'on avait déjà fait durant des TP précédents. Donc, pour ce faire, et là, donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient trouvé ça, donc c'est très bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de définir donc, deux lignes deux points, pardon, donc deux points à partir de nos x, et on va essayer de les choisir. Donc, un premier point qui est le minimum, un deuxième point qui est le maximum. Donc, la première coordonnée des x minimale, la deuxième coordonnée des x minimale, donc l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on va calculer. C'est le retour de notre hypothèse, n'est-ce pas? Donc, notre hypothèse va être donc l'application de notre hypothèse sur nos données. Et donc c'est le poids multiplié par notre caractéristique divisé sur le deuxième poids. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a donc θ0 plus θ1 fois x1 plus θ2 fois x2. Et on avait dit que notre ligne séparatrice va être donc les exemples positifs et les exemples négatifs.
Donc la ligne séparatrice sera la ligne qui va les séparer lorsqu'elle sera égale à 0. Donc pour trouver ça, on va juste mettre donc, notre équation, l'équation linéaire à 0, et on va essayer de chercher donc, une caractéristique en fonction d'une autre caractéristique. Donc, le choix le plus enfin, logique, même si on peut inverser ici. Donc, logiquement, ça va être x2 en fonction de x1. Donc, x2 va être moins θ1 fois x1 plus θ0 divisé sur θ2. Et là, donc, la même chose pour la valeur maximale. Donc, on a pris 2 points de notre ensemble de données, le point minimum, le point maximum dans l'axe des abscisses, pour essayer de lui chercher une ordonnée en utilisant notre modèle, donc le modèle qui a été entraîné, et enfin, donc, on va dessiner une ligne, un segment en fait. On va choisir 2 points pour dessiner un segment. Donc, nos 2 points, pardon, c'est ces 2 points ici. Donc, ça, c'est notre premier point. Et ça, c'est notre deuxième point. Donc, encore une fois, ça, c'est le minimum de x1. Et ça, c'est le minimum de x2. Et ça, donc, c'est x2 qu'on a calculé à partir d'x1. Et ça aussi, c'est x2 qu'on a calculé à partir de ce x1. Et avec ça, donc, on a 2 points. On peut dessiner un segment. Donc, d'abord, on affiche nos données. Ensuite, donc, le premier point et le deuxième point. Donc, premier point, 0,4, 0,99. Et 0,52, 0,78. 0,04. 0,04 et 0,99. 0,04, 0,99. 0,5, 0,78. Il y a une erreur. Ah, donc 0,04 avec 0,52. Donc dans l'affichage, on a x1 et x. Voilà, donc x1, x2, donc 0,04, 0,52. Voilà, donc 0,04, 0,52. Et 0,99 avec 0,78. Donc 0,99 avec 0,78. Donc ça, c'est x1. Voilà, donc x2, c'est l'équivalent de notre y. Donc c'est ça notre x2. Voilà, donc premier point qu'on a défini ici, deuxième point qu'on a défini ici, et on a dessiné donc une ligne séparatrice qui est aussi donc la ligne séparatrice où on a appelé ça donc la limite de décision. Donc la limite de décision pour les machines à vecteurs de support linéaire. Et on voit ici que ce n'est pas une très bonne limite de décision. Donc on voit très bien que les données ne sont pas très bien séparées. Et donc, à la base, nos données ne sont pas linéairement séparables. Et on le voit très bien dans notre schéma. On va essayer d'afficher maintenant la limite de décision pour le noyau gaussien. Je pense que ça a besoin. Donc, la même chose pour le noyau gaussien. Donc, on va toujours utiliser notre fonction pour avoir les valeurs de retour. Lorsque j'ai un certain x1, un certain x2, quelle sera la valeur de notre fonction hypothèse. Et pour ça, donc, on va utiliser le retour
le retour de notre SVM. Donc, on va générer quelques points. Donc, lorsque la fonction n'est pas linéaire, donc on n'a pas besoin seulement de deux points pour dessiner une ligne, vu que ce n'est pas une ligne. La limite de décision est plus compliquée qu'une ligne. Et c'est ce qu'on a affiché ici. Donc, pour ça, on va essayer de créer des points euh, séparés par un intervalle fixe entre une valeur minimale et une valeur maximale, donc un vecteur. Et pour ce vecteur, on va essayer d'avoir notre fonction hypothèse. Donc pour chaque élément, ça va être une matrice. Donc chaque élément qu'on a pris de cet ensemble de vecteurs, euh, séparés avec intervalle fixe. Donc, on va appeler la fonction rbf.svc. Donc, c'est notre fonction machine à vecteur de support en utilisant le noyau gaussien. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a nos z, on peut dessiner notre contour en fonction de l'axe des x, des y et des z. Et donc, c'est ce qu'on va obtenir ici. 0, 0 jusqu'à 1 et de 0, 2. Ah oui, ça, je voulais garder pour avoir le minimum. On a perdu nos données. Ah, on n'a pas encore lu nos données. On a perdu nos données. On n'a pas exécuté. On n'a pas encore exécuté. Je suis juste en train d'expliquer, je pense. C'est quoi ces données? Non, c'était pas ce que j'avais prévu. Voilà. Là, ce qui a changé. Voilà. Voilà donc notre limite de décision qui n'est toujours pas intéressante pour séparer les données. Voilà. Ce que j'avais aussi préparé, c'est un petit exemple que je trouvais intéressant. Donc, on ne s'est pas trop approfondi dans les machines à vecteurs de support, mais donc, ce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, par rapport à la distance entre nos x et notre vecteur θ. Donc, le vecteur θ, en fait, la projection orthogonale de nos x sur nos θ devrait être maximale. Et en fait, ce que font les machines à vecteurs de support, c'est qu'ils vont choisir certains points, certains x, grand X, de tout l'ensemble d'apprentissage pour lequel ils vont essayer de maximiser cette marge de séparation. Donc cette distance qu'on avait fait, donc qu'on avait vue, donc la projection multipliée par la norme de θ. Et pour ça, donc, euh, ce choix va se porter sur certains vecteurs qu'on appelle les vecteurs de support, d'où l'appellation machine à vecteurs de support.
Et c'est ce qu'on est en train d'afficher ici avec ce code. Alors, ce code que j'ai trouvé, je pense que je vous ai mis le lien. Donc, le lien est là. Normalement, il est à l'intérieur. Euh, donc, euh, il y a aussi quelques explications théoriques, mathématiques par rapport à ce code et par rapport donc au SVM d'une façon générale. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu essayer de comprendre ça et essayer de comprendre les points, le choix des points, des vecteurs de support. Donc ici, il y a un ensemble de données qui est déjà prêt. Donc dans sklearn, il y a un grand ensemble de données. Donc, parmi les ensembles de données, ce code utilise l'ensemble de données MakeBlobs. Euh, alors ici, j'ai juste pris 863 exemples, juste pour que ça soit le même nombre que notre ensemble de données, mais ça donc vous pouvez changer ce nombre comme vous voulez, comme bon vous semble. Et bien sûr, donc l'entraînement avec un noyau linéaire et avec un grand C. Donc ça, c'est notre paramètre de régularisation. Donc, on s'approche d'une limite de décision ou d'une hypothèse qui se calque beaucoup sur nos données lorsque notre C est grand. Et pour l'affichage, donc l'affichage de nos données, donc ça c'est pour la limite de décision, donc c'est leur méthode d'affichage de la limite de décision. Donc pareil, on génère un ensemble de vecteurs et on essaie de voir euh, ce que donne notre hypothèse par rapport à cet ensemble. Normalement, c'est ce qui est fait ici. Donc, ce qui est aussi intéressant pour les plus brillants d'entre vous, c'est que donc, dans Python, tout est open source, donc vous pouvez vous-même aller voir ce que fait cette fonction, donc decision function, euh, et voir comment elle est en train de préparer les données pour le dessin de votre limite de décision. Donc voilà, ici, donc il y a l'affichage des vecteurs de support. Et les vecteurs de support, donc c'est toujours, donc on avait appelé ça tout à l'heure SVM quelque chose, SVM linéaire. Comment on avait appelé ça? RBF SVC, polynomial poly SVC et lin SVC. Donc ici, c'est juste appelé CLF. Bon, c'est une convention qu'on voit toujours dans les codes. Alors, on était où? On était au dessin du contour. Voilà, on était au dessin des vecteurs de support. Donc les supports, donc premier vecteur de support, euh, plutôt première coordonnée et deuxième coordonnée. Et là, donc c'est un ensemble de paramètres que vous prendrez le soin d'essayer de comprendre durant votre TD. Donc nos données, ici, ce qu'on peut aussi faire, c'est changer et en définissant un noyau RBF, par exemple. Donc, voici la limite de décision telle que dessinée et telle que affichée par cette portion de code, et ainsi que les vecteurs de support euh, par rapport à ça. Donc, si on change ici la valeur de C, je vais mettre un 100. Donc, normalement, la limite de décision serait plus euh, soft. Et je vais mettre à 1. Et je ne sais pas si c'est en train de changer. A priori, non.
Donc il y a juste les vecteurs qui sont en train d'augmenter, ou pas. Bon, donc ça c'est donc pour l'affichage de la limite de décision, ainsi que les vecteurs de support. Et enfin, donc votre travail consiste juste à comprendre. Donc ce que j'attends, j'allais vous donner un spam analyzer, donc un algorithme, enfin, un ensemble de données qui va nous permettre de séparer entre spam, email spam et non spam. Et je pense qu'on pourra laisser ça pour le projet. Donc peut-être que vous aurez un projet qui tournera autour de la classification d'email en spam et non spam. Euh, et donc essayez de combiner tout ce que vous avez appris jusqu'à présent avec tous les classifieurs qu'on a fait pour essayer de répondre à cette problématique. Quoi d'autre? Voilà, donc le travail à faire, c'est de choisir les bons paramètres pour avoir une bonne limite de décision. Alors aussi revoir la limite de décision ici. Donc, j'imagine que vous aurez autre chose à modifier. Normalement, vous devriez modifier quelque chose. Euh, donc, définir également le rôle de chaque paramètre. Donc, c'est intéressant de comprendre le rôle de chaque paramètre dans votre machine à vecteur de support. Les outputs aussi. Euh, je vais rajouter ça. Euh, voilà. Donc, définir les paramètres, comprendre les sorties de votre machine à vecteur de support et le lien. Donc, c'est le lien d'où a été pris donc cette portion de code que vous pourrez aussi utiliser. Je ne sais pas pourquoi le lien ne s'affiche pas sur le, le notebook. Enlever ça, link, je ne sais pas. En tout cas, vous allez trouver le lien ici, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas en tant que lien. HTML, j'ai beaucoup oublié. Nous aimerions dessiner les vecteurs de support pour notre ensemble de données. Pour notre ensemble de données, donc vous vous rappelez notre ensemble de données, donc essayez de vous inspirer de ça pour dessiner les vecteurs de support et donc faire les modifications nécessaires pour cette limite de décision. Donc limite de décision et vecteur de support. Donc c'est ce qu'on voudrait bien faire euh, pour notre ensemble de données. Et donc, bien sûr, choisir, essayer de faire un, un entraînement avec différents paramètres et essayer de séparer ces données. Idéalement, ce qu'on voudrait avoir, c'est quelque chose qui serait comme ceci. Donc, notre fonction hypothèse qui séparerait un peu mieux nos données qui ne sont pas linéairement séparables. Nous aimerions dessiner les vecteurs de support, donc ça on a dit. On a dit qu'on voudrait arriver à une limite de décision qui ressemble à celle ci-bas. Et donc, ce que je vous demande beaucoup plus pour ce TP, donc il n'y a pas beaucoup de programmation à faire, mais même la programmation que vous devriez faire va être liée à votre compréhension. Donc, essayez de comprendre. Je sais qu'on ne s'est pas beaucoup approfondi sur ça, mais tout ce que tout ce que vous allez rechercher sera bénéfique pour vous. Essayez de vous servir de ce lien, d'autres liens, essayez de comprendre les entrées et les sorties de votre machine à vecteur de support euh, d'une façon globale ou d'une façon détaillée, mais ce qui m'importe, c'est votre rapport. Un rapport
un code si vous avez fait beaucoup de changements aussi. Donc, si vous avez fait des changements sur ce TP, donc le TP et surtout le rapport. Et j'aimerais dans votre rapport que vous analysiez l'effet des paramètres, c'est-à-dire que vous avez défini un certain ensemble de paramètres et vous avez remarqué que tel paramètre a causé un, une bonne séparation, tel autre paramètre a causé une mauvaise séparation et essayer de comprendre pourquoi. Voilà, normalement, c'est tout ce que je voulais aborder pour ce TP. Y a-t-il des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions? Alors, le dessin qu'on a ici, c'est un dessin qui a été généré par une fonction euh, gaussienne, hein. C'est un RBF, euh, un noyau gaussien pour les SVM. Donc, c'est une VMS euh, qui a été utilisée avec un noyau gaussien. Donc, le noyau gaussien implémenté exactement comme on a vu la formule durant le cours. Des questions jusqu'ici? Pas de questions, ça va? Donc, encore une fois, pour ce que vous allez essayer de faire ici, je sais que SVM, moi-même, je trouve que c'est un algorithme vraiment avancé. Euh, donc, tout ce que le peu ou le plus que vous comprendriez sera bon pour vous. Donc, bon, je vous conseille de tout comprendre, mais ne vous forcez pas si ça devient beaucoup trop compliqué. Autre chose, donc les consignes, j'ai des étudiants quelques étudiants qui ont demandé à avoir un peu plus de délai pour les TP, donc pour être juste avec tout le monde. Donc j'ai rajouté 3 jours, donc ça va être le 9. Le 9, ça va être lundi. Donc un jour après notre cours, lundi 9 mai. Donc on essaiera à chaque fois de rajouter, pas le vendredi, mais le lundi. Donc vous aurez un petit peu plus de temps pour rendre vos TP. Bien sûr, je vois que certains envoient même avant le délai. C'est très bien. Pour les autres, euh, vous avez un peu plus de temps. Ça va? Pas de questions? D'accord, oui, 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 effectivement, effectivement, à chaque fois je l'oublie, à chaque fois je vais le mettre sur le drive. À chaque fois j'oublie de le modifier, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je dois modifier et je ne l'ai pas encore fait, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis. Donc j'essaierai de le mettre durant la journée. Ah, ok, ah bah tant mieux, tant mieux. En plus, je ne suis pas en train d'utiliser la 4G, c'est le Wi-Fi, donc j'imagine que le Wi-Fi est correct aujourd'hui. Quoi d'autre? Je voulais remercier les étudiants qui sont en train d'envoyer leur TP. J'ai toujours de bonnes surprises en regardant vos TP. Je vois qu'il y a de l'effort, de la compréhension, euh, et je suis contente de voir des TP des étudiants, de vous tous. Je n'ai pas encore tout vu, mais certains que j'ai vus étaient vraiment bien faits. Voilà, donc à part le cours des réseaux de neurones sur le Drive, pas d'autres questions, d'autres remarques?
Très bien, très bien. Donc, bon, dimanche, donc c'est sûr qu'on n'aura pas cours, mais j'aimerais bien récupérer la séance, étant donné qu'on a déjà perdu une séance à cause du rattrapage. Et si on perd encore une séance, euh, ça sera un peu délicat, même si on est bien avancé, mais ça serait bien de récupérer au moins une séance. Le mercredi, normalement, dans tous les cas, on aura un TP. Parce que si l'Aïd sera dimanche, donc mardi, mercredi, on travaille. Si ça sera lundi, donc lundi, mardi, euh, c'est l'Aïd. Donc mercredi, on travaille. Donc, normalement, mercredi, on aura un TP. Bonne question, très bonne question, Kenza. Je ne sais pas. Normalement, oui, en ligne, on termine notre semaine, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on aura notre semaine en présentiel. Donc, je suis perdue avec les calculs. Comme on a passé tout le mois en ligne, je ne sais pas quand est-ce que sera notre tour en présentiel. La semaine d'après l'Aïd. Très bien, très bien. Donc, on doit juste confirmer ça. Et on confirmera ça donc avant pour être sûr que c'est bien notre semaine. Donc, Ça restera confirmé parce que le vice-doyen, on a fait une réunion avec le vice-doyen et il nous a dit qu'il va se mettre d'accord avec les chefs de spécialité pour pouvoir faire la semaine d'après l'Aïd. Normalement, initialement, c'était une semaine en présentiel, mais normalement, ils vont la faire en ligne. Donc, ça restera confirmé. d'accord, d'accord. Mais normalement, on n'aura que le mercredi qui sera en présentiel. Les autres jours sont des jours fériés, normalement. Oui, donc dimanche, c'est le 1er mai. Oui. Donc, c'est sûr que c'est férié. Mais mercredi, normalement, c'est pas férié. Normalement, c'est pas férié. Ah, donc vous voulez dire la semaine après l'Aïd? Euh, donc, c'est la semaine prochaine. Exactement. Normalement, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine qui sera en présentiel. Ah, on verra si on doit être en présentiel, on sera en présentiel. Donc, la semaine prochaine, euh, moi, je ne veux pas perdre le mercredi. Donc, le mercredi, on doit faire notre séance. Euh, donc, on attendra les instructions. C'est soit en ligne, soit en présentiel. Inch'Allah. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Normalement, c'est tout. Bon, normalement, c'est tout. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Très bien. Donc, je vous souhaite Saha Aïdkom, Saha Fطorkom et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, madame. Merci à vous.